Salut les vidéastes, c'est Olivier, je suis super content de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler 4K Ultra HD, comment réaliser un export soit Adobe Premiere Pro CC 2017, un export qui soit au top, qui soit vraiment l'export que vous attendez par rapport à ce que vous avez filmé, parce qu'on fait de magnifiques images aujourd'hui en 4K en Ultra HD, même avec un smartphone, mais parfois lors de l'export, vous me dites « Ah ben Olivier, voilà, mon export il est pas top, j'ai plein d'artefacts, c'est pas beau, comment tu fais ?» Voilà, je réponds à toutes ces questions dans cette vidéo. Alors on va travailler sur Adobe Premiere Pro CC 2017, mais mes réglages vont être applicables à sans doute d'autres logiciels de montage ou d'export, à vous de voir. Je pense que vous allez retrouver exactement la même chose chez vous. Et on va aussi voir comment se prévenir de la compression qui est faite des sites comme YouTube, Vimeo ou encore Facebook, et également comment exporter pour un client, si c'est votre cas, si vous êtes professionnel, comment exporter pour un client. Voilà, on voit tout ça dans cette vidéo. Restez là, c'est parti! On se retrouve donc dans Adobe Premiere Pro CC 2017 et je vais juste vous montrer la version que j'utilise, comme ça vous savez vous en êtes de votre côté. C'est la version 2017.0.2 version 11.0. Autre chose, si vous avez la flemme de regarder cette vidéo en entier, vu qu'elle est un petit peu longue, ou que vous cherchez quelque chose de précis, j'ai rédigé un article sur mon site olivierschmitt.fr où je reprends tous les réglages et tous les paramètres qu'on va voir ici, que je vais détailler ici. Tout est dans l'article, je vous mets un lien ici dans la fiche et dans la description, donc allez jeter un coup d'œil si vous cherchez quelque chose de précis, ou comme je disais tout à l'heure, que vous avez la flemme de regarder cette vidéo en entier. Néanmoins, ça va être très intéressant parce qu'on va rentrer dans le détail, je vais vous expliquer tous les paramètres un par un, enfin quasiment tous, en tout cas les plus importants, je vais vous les expliquer, vous montrer quel réglage je préconise et à quoi chaque réglage correspond. Donc restez là, ça va être très intéressant. Et on va tout de suite commencer aussi par un petit point que je tiens à préciser. Un point important lorsque vous faites une démarche vidéo, c'est d'être cohérent entre vos paramètres de tournage, vos paramètres de montage ici sur Adobe Premiere Pro et vos paramètres d'export. Il faut que cette chaîne-là soit totalement cohérente. Il faut que vos paramètres d'export collent à vos paramètres de séquence, de montage, et que ces mêmes paramètres-là collent aux paramètres avec lesquels vous avez filmé sur votre caméra. Là où je veux en venir aussi, c'est qu'il ne sert à rien de faire un export en 4K ou en Ultra HD. On va voir la différence sur l'article sur mon site, je ne vous la réexplique pas ici, allez jeter un coup d'œil. Lorsque vous faites un export en Ultra HD ou en 4K, il va falloir savoir un petit peu si cela est nécessaire. Ça veut dire que est-ce que vraiment votre support de diffusion finale est un écran 4K? Si ce n'est pas le cas, pourquoi vous embêter là à passer un temps fou à faire un montage en 4K, à faire un export en 4K qui va durer une plombe, qui va demander beaucoup de ressources de la part de votre ordinateur et qui va être très chronophage? Vous allez vous arracher peut-être des cheveux. Je vous parle en connaissance de cause puisque j'ai une fois exporté, c'était il y a presque 10 ans, exporté un projet en Full HD, c'était super, j'étais très content, j'avais passé des nuits blanches à faire le montage et à faire l'export et au final ma vidéo a été diffusée sur un vieux vidéoprojecteur en 720p, j'étais juste dégoûté, enfin bref voilà. Mais si vous êtes là, c'est que vous savez ce que vous faites et que vous voulez donc savoir comment exporter en 4K et on va voir ça tout de suite avec la première chose qui est très importante, c'est de créer une séquence en 4K ou en Ultra HD. Là, je vais faire de l'Ultra HD puisque comme vous le voyez, j'ai déjà importé un clip qui est un clip que j'ai tourné avec mon Mavic Pro à Majorque il y a quelques jours. Et donc ce clip-là est en Ultra HD, donc 3840 x 2160 pixels. Donc on va créer une séquence. Il y a plusieurs techniques pour créer une séquence. Vous savez peut-être déjà créer une séquence sur Premiere Pro, mais je vais juste faire un rappel. Soit vous cliquez sur l'icône ici et vous allez dans Séquence. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, on va voir ça tout à l'heure. Soit vous faites clic droit, nouvel élément, séquence, et vous avez la même fenêtre qui s'ouvre. Soit vous allez aussi dans Fichier, Nouveau, Séquence, la même fenêtre s'ouvre, et CTRL-N, la même fenêtre s'ouvre. Donc CTRL-N, c'est ça. Et là, on va avoir plein de presets. On va avoir la possibilité de choisir plein de presets, comme ça, des préconfigurations qui sont proposées par Adobe. Le seul problème, on dit Adobe, pardon, le seul problème, c'est qu'il y en a tellement qu'on ne sait plus lequel choisir. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est par exemple, si vous faites du 1080p, c'est par exemple d'aller dans Digital SLR. Ici, vous avez 3 propositions pour du 1080p. Et après, vous pouvez par exemple toujours prendre par exemple un 1080p en 25 images par seconde. Si vous avez filmé en 25 images par seconde, c'est mon cas. Et après, vous allez dans les réglages ici. Vous pouvez changer les réglages ici et passer par exemple en Ultra HD 3840 par 2160. Tout en préservant des pixels carrés, sans changer les paramètres audio, vu qu'on est à un taux d'échantillonnage de 48 000, ce qui devrait coller avec les paramètres de votre caméra. Et ensuite, pour la prévisualisation vidéo, vous touchez à rien. En Full HD, c'est parfait, ça suffit, c'est de la prévisualisation, donc pas besoin d'aller plus haut. Si vous faites cependant des vidéos avec une caméra
10 bits, par exemple des Blackmagic ou des caméras RED. Cochez la résolution maximale ici, ça vous permettra d'avoir une résolution vraiment de 10 bits lorsque vous faites votre montage, lorsque vous faites vos corrections colorimétriques, et si effectivement vous filmez avec ce type de caméra là, vous avez envie de faire un montage et de voir toutes ces informations là lorsque vous réalisez votre montage. Si c'est pas le cas, si vous tournez comme moi par exemple avec des caméras 8 bits, ne cochez pas cette case, c'est pas nécessaire. Par contre, il va falloir pas mal de ressources pour pouvoir utiliser cette résolution maximale de prévisualisation. Qualité de rendu maximale, on n'y touche pas puisqu'on va voir ça lors de l'export. Composite en couleur linéaire, accélération GPU ou qualité de rendu max nécessaire. Oui, effectivement, vous cochez cette case seulement si vous avez de l'accélération GPU, si votre carte graphique vous le permet. De toute façon, je pense que cette case-là est grisée si votre carte graphique ne vous le permet pas. Mais en tout cas, si vous pouvez cocher, vous cochez, ça ira beaucoup plus vite dans les prévisualisations et dans votre montage. Ensuite, propriété VR, on ne fait pas. Vous pouvez aussi enregistrer ici votre préconfiguration. Par exemple, je vais rentrer séquence 4K test. Oh, c'est même pas du 4K. Allez, on va faire ça bien. Séquence UHD test. Vous cliquez sur OK. Et maintenant, donc, votre préconfiguration va être disponible ici dans un nouveau petit dossier personnalisé. Et ça vous évite donc de reconfigurer le tout à chaque fois que vous créez une nouvelle séquence. Donc ça, c'était une des premières méthodes. Je ne vais pas cliquer sur OK parce que je vais vous montrer une autre méthode. Je fais annuler. Et l'autre méthode, c'est directement de créer une séquence depuis le clip que vous avez importé. Si tous vos clips, seulement si tous vos clips viennent de la même source, viennent du même appareil photo, de la même caméra, du même drone, dans ce cas-là, vous avez un intérêt peut-être à gagner du temps et à faire juste un glisser-déposer comme ceci dans la fenêtre de montage. Vous relâchez et là, donc, il y a cette séquence-là qui a pris le nom du clip qui a servi à la créer, cette séquence-là qui s'est créée et qui a donc les mêmes paramètres, si on va voir ça, réglage de séquence, qui a les mêmes paramètres que votre clip. Donc je suis en Ultra HD, 3840 x 2160, pixels carrés, etc. Voilà. Donc ça permet très rapidement de faire une séquence qui corresponde à vos clips. Par contre, n'utilisez pas cette méthode si vous avez des sources différentes, d'origine différente. Si vous avez un petit peu d'appareil photo, un petit peu de caméscope, de caméra, un petit peu de drone, un petit peu d'iPhone ou de smartphone, enfin peu importe. Si vous mixez comme ça les sources, il va plutôt falloir créer une séquence avec des propriétés bien définies, des paramètres bien définis comme je vous ai montré tout à l'heure, puisque sinon vous allez avoir des différences de framerate peut-être, de nombre d'images par seconde ou de résolution entre chaque source, et forcément ça va causer un petit problème lors du montage. Donc voilà, le tout c'est de savoir ce qu'on fait et de maîtriser tout ce qu'on crée dans le logiciel, c'est juste ça. Ça c'est le plus important. Maintenant que notre séquence est créée, on va pouvoir la renommer très rapidement. Je vais l'appeler séquence donc 4K par exemple. Et cette séquence-là, donc ici, on y a donc inséré là automatiquement un clip, vu qu'on s'est servi de ce clip pour créer la séquence. Et ce clip-là, je vais juste le raccourcir un petit peu. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, je vous montrerai ça une autre fois si ça vous intéresse, hein, dites-le moi dans les commentaires. Donc je vais débuter mon clip ici, je vais raccourcir mon clip. Et je vais terminer mon clip à cet endroit-là. Donc voilà, j'ai juste cette partie-là de mon clip qui m'intéresse dans mon montage, comme ceci. Donc on le voit sur la prévisualisation ici. Et il va falloir, avant de réaliser un export, il va falloir préciser à Premiere Pro où commence l'export et où se termine l'export. En gros, je vais mettre des marqueurs. Je vais mettre un marqueur d'entrée, un marqueur de fin pour lui dire, voilà, je veux que tu exportes tout ça dans mon montage, mais pas ce qu'il y a avant, pas ce qu'il y a après. Donc pour faire ça, en fait, on va placer donc le curseur ici. Et on va donc soit faire un clic droit, marquer l'entrée et ensuite aller à la fin, faire un clic droit, marquer la sortie. Soit vous avez des raccourcis clavier, je vous encourage vraiment à les utiliser, c'est beaucoup plus rapide et ils sont assez simples en plus à retenir, vu que pour marquer l'entrée ça va être I comme in, et pour marquer la sortie ça va être O comme out. Voilà, et vous avez donc cet espace là qui devient grisé, ça va être la zone qui va être exportée tout à l'heure lorsqu'on va réaliser notre export. Donc ça c'est la première étape vraiment pour définir son export. Alors pour placer ici le curseur, donc la barre ici qui définit la barre de visualisation au bon endroit, je ne sais pas exactement le nom qui est utilisé pour cette barre là verticale. Si vous le savez, mettez-les dans les commentaires, ça se trouve je connais le nom mais j'ai oublié. Donc si vous voulez vraiment snapper, donc que cette barre là soit vraiment à la fin du clip, vous restez appuyé sur Maj ou sur Shift et comme ça elle va venir se coller à la fin ici du clip en question. On appuie sur O pour Out pour la fin et je reviens ici, I, voilà. Donc là on a défini qu'est-ce qu'on voulait exporter, il ne nous reste plus qu'à exporter tout simplement. Donc pour ça vous allez faire Fichier,
exportation, média ou CTRL M, ici vous voyez le raccourci clavier. Et à partir de là, on rentre dans le vif du sujet puisque c'est bien ce qui vous intéresse, quels sont les paramètres d'export que je recommande. Donc déjà, on va se mettre en H264, c'est vraiment la norme de codage qui va optimiser les possibilités de diffusion de votre média. Vraiment, il y a des normes comme ça, comme l'H264, qui doivent être lues par tous les téléviseurs, par exemple, ou par tous les lecteurs multimédia. Donc le H264 est vraiment celui qui est fait pour optimiser les possibilités de diffusion de votre média. Donc c'est celui que je vous recommande. Ensuite, en préconfiguration, on va se mettre en personnalisé, puisque je vais vous montrer exactement comment personnaliser tous ces éléments-là. Et là, ce qui va être très important, c'est de choisir le nom de sortie. Ok, ça c'est important, mais ce qui est encore plus important, ça va être de choisir la destination, là où doit s'écrire le fichier, là où vous devez, la destination de votre export. C'est très important, vraiment j'insiste dessus parce que parfois on oublie de le faire et on finit son export et on ne retrouve plus son fichier. Ça paraît bête comme ça, mais je vous assure que c'est arrivé à beaucoup d'entre vous, je suis sûr, et en tout cas moi ça m'est arrivé et ça arrivera encore à d'autres, donc je le précise ici. Cliquez systématiquement ici sur le nom de la sortie pour définir le nom de la sortie et donc la destination. Donc je vais mettre ici dans export et je vais nommer ça export 4K test, comme ceci, j'enregistre, voilà. Ensuite, veillez bien à cocher exportation vidéo et exportation audio. Là aussi, vous ne faites pas avoir, ça m'est arrivé d'oublier de cocher exportation audio, d'avoir attendu une nuit que mon export se fasse pour me rendre compte que l'audio n'avait pas été exporté. Et ben, j'ai rendu mon projet au client en retard. Donc voilà, n'oubliez pas de vérifier que les deux cases soient bien cochées. Ensuite, donc, on va ici s'intéresser à deux onglets finalement seulement, l'onglet vidéo et l'onglet audio. Tous les autres, on ne va pas s'en occuper, c'est pas très important. En tout cas, c'est pas fondamental ici pour réaliser un export, et tant mieux, comme ça on va gagner un petit peu de temps. On va déjà s'occuper de l'onglet vidéo. L'onglet vidéo, vous allez tout décocher. Comme ça, on va pouvoir tout personnaliser et tout expliquer aussi. Donc la première chose à faire, c'est définir la largeur et la hauteur. Donc on est en 3840 x 2160. Donc là il a repris les paramètres de ma séquence, c'est parfait, j'ai rien à toucher. Je pourrais réduire bien sûr la largeur et la hauteur, mais c'est pas mon envie ici. La fréquence d'image, donc je suis calé sur du 25 images secondes puisque j'ai importé ici un clip de 25 images par seconde. Il m'a automatiquement proposé ça, ou alors il s'est souvenu de mes anciens paramètres, mais si c'est pas le cas chez vous, en tout cas, calez votre fréquence d'image par seconde à la fréquence de votre séquence. Si moi j'ai créé une séquence donc en 25 images par seconde, j'ai filmé en 25 images par seconde, donc j'ai fait un export en 25 images par seconde. Il faut être vraiment cohérent là-dedans. Voilà, il se peut que vous filmiez en 24 images secondes ou 23 976, peu importe, vous calez ça à la fréquence d'image de votre séquence. L'ordre des trames, on n'y touche pas, de toute façon c'est grisé. Ensuite, on a l'aspect des pixels, donc sur la majorité des téléviseurs, des écrans d'ordinateur, les pixels sont carrés, donc là on va rester en pixels carrés, on n'aura pas de surprise, c'est parfait. Le standard télé, donc ici en Europe, en France, on va se mettre sur du PAL. Ensuite, vous avez le profil, donc là on a le choix entre ligne de base principale et supérieure. Donc le ligne de base, il a été créé pour toutes les applications à bas coût, le principal plutôt pour tout ce qui est grand public, mais qui a maintenant été remplacé par le supérieur qui lui optimise un petit peu la qualité de votre rendu, optimise l'encodage de vos données pour vraiment axer vers quelque chose de qualitatif. Donc là on va choisir le profil supérieur, c'est vraiment ce qu'on va utiliser pour tout ce qui est application web, streaming et choses comme ça. Le niveau, lui, va définir autre chose. En fait, il va donner une information au lecteur multimédia ou à la télé qui va lire votre vidéo pour lui dire, voilà, cette vidéo-là, elle a besoin de tant de ressources pour être lue. En gros, c'est une sorte d'information, de limitation de ressources pour pas que le lecteur multimédia ou l'ordinateur qui lit votre vidéo dépense trop de ressources pour la lecture de cette vidéo. Voilà, c'est un petit peu un frein comme ça, une limitation, histoire de ne pas dépenser de l'énergie pour rien en quelque sorte. Donc là, ce qui va être important de faire, c'est d'être cohérent avec la résolution avec laquelle on veut exporter, tout simplement parce que si par exemple je me mets en 4.0, vous voyez que ma résolution a été réduite en 1280 par 720, puisque avec un niveau de 4.0, je ne peux pas faire une résolution plus grande que du 1280 par 720p. Vous pouvez ensuite cocher le rendu à la résolution maximale, si déjà ça va encore une fois rajouter une couche de qualité à votre rendu, vu que ça va améliorer la qualité du codage. Arrive ensuite un des éléments les plus importants, ça va être de choisir le bitrate, le flux de données qui va être utilisé pour encoder votre vidéo. Et là c'est vraiment super important, parce qu'il va falloir être cohérent avec la résolution d'export. Ça veut dire que si vous exportez des résolutions très hautes comme du 4K ou de l'Ultra HD en 3840 x 2160 par exemple ici, et que vous ne
choisissez pas un bitrate qui soit cohérent avec ça, c'est-à-dire un bitrate suffisamment élevé pour exporter ça, vous allez forcément avoir un rendu qui soit de mauvaise qualité, vous allez avoir des artefacts un petit peu partout, vous allez avoir des tâches comme ça dans les détails, ça va pas être sexy du tout. Donc voilà, là il va falloir choisir un bitrate élevé, et typiquement 10 mégabits par seconde pour de la 4K, c'est pas du tout suffisant, il va falloir taper bien plus haut. Vous avez deux types d'encodage possible par rapport au bitrate. Vous avez du CBR, du constant bitrate, et vous avez du VBR, du variable bitrate, soit d'une passe, soit du deux passes. Donc je vais vous expliquer ça, mais avant il va falloir ici distinguer deux types d'exports différents. Soit vous exportez pour YouTube, Vimeo, Facebook ou des choses comme ça. Et dans ce cas-là, il va falloir faire gaffe à une chose, c'est la compression qui va être appliquée par ces plateformes-là une fois que vous avez uploadé la vidéo sur le site. En gros, lorsque vous uploadez une vidéo sur des plateformes, sur Internet, toutes ces plateformes-là vont les compresser, vont optimiser leur taille, histoire d'optimiser la lecture sur n'importe quel support, tablette, smartphone, ordinateur, voilà. Donc il va y avoir une surcouche comme ça de compression que vous ne maîtrisez pas du tout qui va être appliquée. Et donc pour se prévenir des pertes de qualité, lorsque vous regardez vos vidéos sur YouTube en vous disant mais c'est pas possible, chez moi elle était magnifique la vidéo et maintenant je l'ai uploadée sur YouTube et elle est juste horrible, qu'est-ce qui s'est passé, mon magnifique travail a totalement disparu, c'est n'importe quoi. Dans ce cas-là, il va falloir tout simplement donner à YouTube, à Facebook et aux autres une vidéo de très haute qualité, et comme ça leur compression à eux ne va pas se voir ou presque pas se voir, voire pas du tout même dans certains cas. Donc ça c'est mes recommandations, ça va être ici si vous vous exportez pour des plateformes internet, typiquement YouTube, d'être en CBR, donc en constant bitrate, pour que le logiciel d'export utilise le même bitrate sur toute la vidéo, peu importe les scènes qui se passent, peu importe le mouvement qu'il y a dans la scène, le nombre de détails qu'il y a dans la scène, on va être calé sur un seul chiffre, un seul bitrate, histoire de s'assurer une qualité optimale du début à la fin. Et ce chiffre-là que je vous recommande, par exemple, c'est du 100. 100 mégabits par seconde, c'est vraiment élevé, je suis d'accord, c'est vrai, ça va vous donner un fichier lourd, ça va vous donner un temps de rendu assez élevé. Vous voyez ici que vous avez une estimation du temps ici, pas du temps, de la taille de fichier estimé qui est passé à 200 MO pour quelques secondes de clip, alors que quand j'étais à 10 mégabits par seconde, j'étais 10 fois moins lourd à 21 MO. Donc là, caler ça sur du 100 mégabits par seconde, ça va vous assurer vraiment une qualité optimale. Par contre, cette qualité-là, optimal va dire aussi donc grand temps, je le disais tout à l'heure, de rendu, mais aussi grosse taille de fichier, et donc un fichier totalement inexploitable pour votre client. Si vous livrez ça à un client, déjà vous ne pourrez pas lui envoyer, vous aurez du mal à lui transférer, même sur clé USB, puisque dès que vous allez faire quelques minutes de vidéo, vous allez taper dans plusieurs gigas, 8-10 gigas de fichiers vidéo, et forcément votre client va juste devenir fou, il va juste pleurer en voyant ce fichier arriver, il va dire mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce fichier là, je peux pas gérer un fichier de 10 gigas, c'est juste inexploitable, inefficace, trouve-moi une solution. Et dans ce cas là, je vous conseille de procéder différemment ici, ça va être plutôt de passer en VBR 2 passes. Alors le VBR, donc variable bitrate, une passe, ce qui va faire, donc l'encodage va se faire petit à petit, progressivement, image par image en quelque sorte. L'encodage va étudier ce qui se passe dans la scène, et s'il y a beaucoup de détails et beaucoup de mouvements, alors le bitrate va être augmenté par rapport à un bitrate maximal. Si cependant il se passe peu de choses dans la scène, que les mouvements ne sont pas élevés, dans ce cas-là le bitrate va être réduit. Et ça va permettre comme ça d'optimiser le bitrate qui est utilisé, et donc de réduire la taille de fichier, de réduire aussi le temps d'exportation. Donc lorsque vous passez en VBR, comme ceci, vous avez un débit cible. Donc ça veut dire, par exemple, on va lui définir que son débit cible, ça va être du 40 mégabits par seconde, et que s'il se passe quelque chose avec beaucoup de détails dans la scène, s'il y a beaucoup de mouvements, il faut savoir que le mouvement mange beaucoup de ressources lors de l'encodage, et demande un accroissement du bitrate, s'il y a beaucoup de mouvements, des feuilles comme ça qui bougent dans les arbres ou que sais-je. Donc on va pouvoir lui définir, par exemple ici, un débit maximum à utiliser, par exemple de 60 mégabits par seconde. Donc il va essayer constamment d'être autour des 40, et si nécessaire on l'autorise à taper dans du 60 mégabits par seconde. Donc ça c'est vraiment ce que je vous conseille de faire en encodage VBR. Par contre on ne va pas utiliser du VBR une passe, on va utiliser du VBR 2 passes. Pourquoi? Parce que le une passe va donc analyser la vidéo du début à la fin et encoder au fur et à mesure avec un bitrate comme ça qu'on lui propose, et va estimer donc le bitrate à appliquer. Si vous faites ça, vous allez parfois avoir un bitrate qui est peut-être surestimé pour certaines scènes, et vous n'allez pas forcément optimiser du coup la taille du fichier à 100%, ni même le temps de rendu. Donc pour ça, vous avez le VBR 2 passes.
Donc c'est toujours un variable bitrate, mais cette fois en 2 passes. Donc le système d'encodage, donc le logiciel d'encodage, va analyser la vidéo du début à la fin et va définir à l'avance quel taux de bitrate il va falloir appliquer pour chaque scène. Et une fois arrivé à la fin, le logiciel va revenir de la fin, cette fois vers le début, pour encoder la vidéo avec le taux qui a été donc évalué auparavant de façon plus précise. Et donc ça va vous permettre vraiment d'optimiser la taille du fichier. Par contre, ça va durer plus longtemps en termes de rendu puisqu'il y a 2 passes. Donc les valeurs que je vous conseille, c'est celles que j'ai affichées ici. 40 mégabits par seconde en débit cible et 60 mégabits par seconde en débit maximum. Donc ça, c'est pour exporter pour un client, pour optimiser la taille de fichier. Vous voyez que je suis tombé ici à 80 MO, donc plus de 2 fois plus petit en termes de taille de fichier que lorsque je faisais du CBR à 100 mégabits par seconde. Alors vous allez me dire, mais pourquoi appliquer comme ça une compression? Pourquoi est-ce qu'il faut appliquer pourquoi est-ce qu'on ne va pas au maximum ici? Pourquoi je n'ai pas tapé, c'est quoi le maximum d'ailleurs? Du 300 mégabits par seconde, voilà. Pourquoi je ne vais pas faire du constant bitrate tout le temps à 300 mégabits par seconde pour vraiment avoir tout le temps la meilleure des qualités possibles? Tout simplement parce que vous allez vous retrouver avec un fichier de 600 MO. Et c'est totalement contre-productif. Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez gagner dans une qualité que vous n'allez même pas percevoir si ça se trouve. Et puis surtout, si vous faites ça pour un client, il va pas pouvoir en faire grand-chose. Et si vous faites ça pour vous, pour l'uploader sur YouTube ou Vimeo, vous allez juste attendre une plombe que la vidéo s'uploade sur le site. Et par exemple, chez Vimeo, vous avez différentes formules. Si vous êtes sur la formule gratuite, vous pouvez que uploader 500 MO par semaine. Si vous êtes sur des formules payantes, je crois que c'est du 5 Go, 10 Go, voire 20 Go, ou voire même de l'illimité. Mais si vous êtes sur du gratuit, c'est 500 MO par semaine. Donc là, avec une vidéo de quelques secondes, je suis déjà au-dessus. Donc forcément, il va falloir appliquer une compression, mais une bonne compression, une compression de qualité. Et c'est bien la question ici. Donc j'aime remettre, par exemple, ici en VBR 2 passes, en 40, 60 comme je vous conseillais tout à l'heure. Alors juste ici, si vous êtes en CBR et que vous voyez que la taille de fichier est encore trop élevée, par exemple 200 MO, vous pouvez taper dans du 60 par exemple, voire du 80, si vous pouvez vous le permettre. Ça réduira un petit peu la qualité de votre encodage, mais c'est pas dramatique non plus. Ensuite, distance entre les images clés, on n'y touche pas. La vidéo EVR, non, on n'y touche pas. Utiliser la qualité de rendu maximal, oui, on va l'utiliser. Regardez ce qui a marqué, garantie un dimensionnement de meilleure qualité, mais accroît la durée de codage. Donc, redimensionnement de qualité ou dimensionnement de qualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous utilisez différentes sources, j'en parlais en début de vidéo, si vous utilisez différentes sources lorsque vous faites votre montage, un peu de smartphone, un peu de GoPro, un peu de Mavic ou de drone et un petit peu de caméra, dans ce cas-là, en cochant cette case-là, ça va optimiser les différences de dimensionnement que vous allez faire dans le montage. Par exemple, vous avez inséré des clips 4K, les réduire en 1080p ou l'inverse, prendre du 1080p au ralenti par exemple, ça se fait beaucoup, et les agrandir en 4K sur des courtes séquences comme ça se fait pas mal. Moi je le fais beaucoup dans mes vidéos. Dans ce cas-là, vous cochez utiliser la qualité de rendu maximale ici, ça va optimiser ces dimensionnements, ces redimensionnements de clips. Par contre, ça va accroître un petit peu, donc ça vous le précise bien, accroître un petit peu le temps de rendu. Voilà, interpolation temporelle, on n'y touche pas. On y touche seulement si vous avez changé le bitrate, pas le bitrate, le framerate, pardon, je m'embrouille un peu. Si vous avez changé le nombre d'images par seconde entre votre séquence et l'export, par exemple, si vous passez du 30, si vous êtes en 30 images par seconde dans votre montage et que vous exportez en 60 images par seconde, il va falloir que l'encodeur crée les images manquantes. Il va manquer une image sur deux, donc vous allez passer en interpolation par exemple, et là il va créer les images intermédiaires. Bon, c'est pas quelque chose que je vous conseille de faire, donc là on va rester de toute façon en échantillonneur d'images, puisqu'on est à 25 images par seconde dans la séquence de montage et à 25 images par seconde dans l'export. Donc là on a fait le tour de tout ce qui est vidéo et on va passer rapidement dans l'audio, puisque je vais toucher à rien, ça va être très rapide, très simple. Je suis en format audio AAC, en codec audio AAC, taux d'échantillonnage maximum à 48 000, en canaux stéréo bien sûr, et en qualité audio supérieure. Je vois pas pourquoi on réduirait la qualité de l'audio. Le débit à 320, c'est le maximum aussi, et réglage avancé, précédence en débit. Et donc là, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur exporter ou mettre ça dans la file d'attente de vidéo encodeur si vous utilisez vidéo encodeur, ce que je vous encourage à faire. Et vous avez votre rendu qui va se créer. Vous avez fait votre magnifique vidéo 4K, soit pour uploader sur YouTube donc en CBR, donc en constant bitrate à 100 mégabits par seconde. Et ça vous crée aussi un fichier qu'on appelle master qui va vous permettre après d'avoir une source comme ça, un fichier exporté qui est de la meilleure qualité possible, et vous pourrez le décliner en faisant des exports de cette fois cette source-là
en plus petites vidéos, moins lourdes, et ça va être plus rapide que de recommencer à chaque fois l'export sur votre logiciel de montage. Donc c'est très pratique pour ça aussi. Ou donc alors de faire du VBR 2 passes pour tout ce qui est client, pour exporter, pour créer des exports de taille un petit peu plus petite. Vous pouvez retrouver ces préconisations aussi de taille de fichier, de bitrate sur le site de YouTube. Ils mettent un petit peu les préconisations de taux de bitrate comme ça à appliquer lors de ces exports pour YouTube. À savoir que dans la fenêtre d'exportation, vous avez aussi la possibilité de choisir des préconfigurations ici. Donc par exemple, si vous allez tout en bas, vous avez les préconfigurations pour faire de l'export par exemple sur YouTube. Par contre, si vous cliquez dessus, on va le faire, vous allez voir que tout n'est pas coché. Par exemple, utiliser la qualité de rendu maximale n'est pas coché. Vous avez du VBR une passe à 40 en débit cible et 40 en débit maximum, ce qui n'a pas trop de sens. Et vous n'avez pas ici le rendu à la résolution maximale qui est coché. Donc voilà, il vaut mieux savoir ce qu'on fait, il vaut mieux suivre un petit peu les recommandations que je vous ai montrées tout à l'heure et vous faire un peu votre propre idée des paramètres et les tester un par un à la limite, si vous êtes patient, pour voir un petit peu ce qui se passe et pas utiliser comme ça des préconfigurations où on ne sait pas trop à quoi ça correspond et si elles sont vraiment bien pensées au final. Donc je vais me remettre en personnalisé, j'ai juste recoché, non mais tout est encore comme je l'avais laissé, et je vais vous montrer une dernière chose, c'est que vous pouvez enregistrer donc cette configuration là. Vous cliquez sur l'icône ici et vous allez pouvoir changer le nom. Par exemple, je vais mettre en 3840 x 2160 en 25 fps. Et par exemple, là, j'étais en VBR, il me semble, en VBR 4060 par exemple. J'enregistre, je fais OK, et donc là maintenant j'ai retrouvé, donc j'ai déjà quelques autres presets comme ça qui sont listés là, mais en tout cas je l'ai ici qui a été listé dans ma liste de paramètres prédéfinis, personnalisés, et donc ça vous permet de ne pas vous retaper un petit peu toutes ces manipulations à chaque fois que vous faites un export ici en 4K ou en Ultra HD. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de tous ces réglages-là, j'espère que vous y voyez beaucoup plus clair de votre côté. N'hésitez pas à faire vos propres tests en termes de bitrate, voir un petit peu ce qui marche le mieux selon les clips que vous tournez. Si vous avez beaucoup de mouvements, peu de mouvements, encore une fois je le rappelle, s'il y a beaucoup de mouvements, par exemple des feuilles d'arbres qui bougent, du sport, des choses comme ça, il va falloir un bitrate plus élevé pour que vraiment l'export puisse vraiment gérer, en tout cas que l'encodage puisse vraiment gérer tous ces changements de pixels d'une frame à l'autre. Donc vraiment un taux de bitrate élevé lorsque vous avez du mouvement, et testez aussi lorsque vous avez peu de mouvement, mettez un taux de bitrate plus bas et voyez un petit peu ce que ça donne. Vous allez voir des artefacts qui vont peut-être arriver. Voilà, faites votre propre opinion par rapport à ça. Je rappelle juste que si du 100 mégabits par seconde c'est trop élevé pour vous, pour votre machine, peut-être que ça demande trop de ressources de votre côté, que le fichier est trop lourd, n'hésitez pas à tester du 60 ou du 80 mégabits par seconde par exemple en CBR. Ça va peut-être très bien marcher pour votre sujet et pour ce que vous avez filmé. Je ne suis pas en train de dire que ce que je vous ai montré là marche pour être appliqué pour 100% des cas, c'est pas vrai du tout. Forcément, chaque clip est différent, chaque montage est différent, tout est unique. Donc voilà, je vous donne juste mes recommandations globales en expliquant chaque paramètre, et à vous de voir ce qui marche de votre côté, ce qui est le plus adapté pour ce que vous filmez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous en voulez d'autres comme ça sur Adobe Premiere Pro ou même sur d'autres logiciels, Lightroom, Photoshop, j'ai beaucoup de choses à vous raconter par rapport à ça. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'encouragera à faire des vidéos comme ça, tuto de montage, au lieu de faire que du drone, puisque jusqu'à ce jour j'ai fait beaucoup de drones, mais je pense qu'il est très important aussi de vous montrer comment faire du montage et comment tirer le meilleur parti de ce que vous avez filmé, puisque vous étiez nombreux à me dire mais pourquoi mes vidéos ne sont pas belles, pourquoi mon travail n'est pas beau une fois que je le mets sur YouTube. Et ben c'est peut-être à cause de votre export, et c'est sans doute aussi dû à la compression qui est faite par YouTube par exemple. Voilà, donc encore une fois j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et que vous avez suivi ces très longues minutes de tutoriel. Bravo à vous d'être arrivé au bout, et en attendant je vous dis faites de belles photos, faites de belles vidéos, faites de magnifiques exports, et à bientôt les amis, ciao.